Alors, je vous partage mon écran. Voilà. Digitalisation d'une formation. Voilà. Alors, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions à un moment donné. N'hésitez pas du tout à intervenir là-dessus. Ok. Hop. Donc, l'idée, effectivement, est de parler de la digitalisation d'une formation. On va étudier le cas, alors, on va l'étudier très rapidement, hein, c'est juste le cas d'exemple d'Energy Kids Academy. Je vais vous montrer leurs problématiques et vous allez voir qu'on démarre encore une fois à partir d'une problématique effectivement stratégique, etc. On fera un point sur le contenu de ce qu'ils ont déjà et puis on finira à la fin, enfin on finira pas à la fin et après on verra la méthode vraiment de digitalisation dans le détail. Euh, je pense 25 minutes à peu près, 20 minutes, 25 minutes, voilà. Comme d'habitude, on a cette petite marge toujours des 5 minutes avant-après. L'idée, c'est qu'à la fin, j'ai mis objectif au pluriel, j'aurais peut-être pu le mettre au singulier, c'est d'être capable de processer une digitalisation du cours. Alors, c'est un peu ambitieux, c'est plutôt de voir qu'en fait, on peut vraiment processer la digitalisation d'un cours. C'est vraiment ça que je voulais emmener, parce que ça apporte effectivement plusieurs questions et que c'est comme quelque chose d'assez récurrent qu'on a à faire aujourd'hui. Alors, avant de démarrer, je vais donc vous parler d'Energy Kids Academy. Alors, Energy Kids Academy, ceux qui me connaissent ont peut-être déjà entendu parler. C'est une société dans le sport privé. Je parle de société parce qu'effectivement, on va parler de clients, ce genre de choses, qui travaillent dans le sport et qui a quand même une particularité, c'est hop, juste 2 secondes, voilà, qui a une particularité, c'est de travailler pas dans le luxe, mais avec des CSP+++. Mais vraiment le plus, les 1%. Voilà. Ou peut-être les 5, mais en tout cas, pour vous donner un ordre d'idée, il me semble qu'il y a pas mal d'enfants qui ont des scolarités à 8 à 10 000 euros l'année, l'école, pour Mm. vous donner une idée. Et donc, Energy Kids Academy travaille sur ce créneau-là. L'important de préciser ça veut dire qu'on a quand même des gens qui sont habitués quand même à un certain luxe. Là, je crois qu'il y a eu Nathalie Portman, que ses enfants qui sont passés là. Il y a eu celle qui joue dans Avatar, là, actuellement. Voilà, donc on est quand même vraiment sur des gens qui ont l'habitude de voyager, etc., etc., qui ont l'habitude des hôtels de luxe, de l'accueil qui est associé à ce type de train de vie. Et le problème, c'est que dans le sport, quand même, en France, aujourd'hui, on est quand même sur une approche beaucoup plus associative. C'est-à-dire qu'on va plutôt avoir cette approche plutôt de proximité, pas du tout VIP, avec même des fois une approche un peu descendante, parce que je suis le prof, t'es l'enfant, etc. Ce qui pose problème à ce club, eh ben, c'est que justement, il faut amener très très vite les coachs sportifs à cette approche du luxe. D'autant plus que c'est quand même un métier où les gens bougent quand même un petit peu. Souvent, il n'y a pas de temps plein tout le temps, donc ils font plusieurs métiers en même temps, d'une part. D'autre part, c'est pas si bien payé que ça, donc s'ils trouvent mieux, des fois, ils s'en vont. Et puis, culturellement, les gens qui viennent là aussi ne sont pas vraiment des gens qui sont habitués à ce niveau-là. Donc voilà un peu la problématique, ce qui fait qu'il y a un problème à la fin côté client, et que sur les derniers chiffres que j'avais déjà vus avec eux, c'est il y a 4 5 ans, ils perdent quasiment chaque année 50% des enfants ne se réinscrivent pas. Donc ils ne se réinscrivent pas forcément pour le coup, hein, parce que ça leur coûte l'école de sport, je crois, juste l'école pendant la partie scolaire coûte 3 500 l'année, peut-être, quelque chose comme ça. Si vous rajoutez les vacances et les jours en plus, alors là, vous montez 4 000, 5 000. Mais donc, ça veut dire qu'il y a un ticket d'entrée quasiment minimum de 3 000 euros. Voilà. Donc, forcément, il y en a qui peuvent un petit peu, puis qui finalement se disent que c'est un peu juste, le font pas. Quand ils ont 2 enfants, 3 enfants, je vous raconte même pas. Voilà. Donc, il y a ceux-là qui partent, mais il y en a aussi qui partent parce qu'effectivement, à ce prix-là aussi, la moindre erreur fait qu'ils retirent l'enfant. Quand on peut payer 6 000 euros pour 2 enfants, on peut très bien payer une nounou.
ou un chauffeur pour s'occuper de l'enfant. Donc, il faut vraiment qu'il soit au top au niveau qualité. Donc, c'est tout l'enjeu de ce club privé, c'est de maintenir ce niveau de qualité sans arrêt. Et arrive donc après leur problématique qui va être de garder et d'accompagner, et ce qui nous intéresse nous, d'amener très vite les nouveaux arrivants en compétences et de maintenir ce niveau de qualité pour ceux qui sont déjà là. Voilà pour avoir décrit un peu le contexte dessus. Donc voilà, donc la problématique, voilà, j'étais là, c'est gérer l'intégration des nouveaux arrivants. Régulièrement, il y a des nouveaux arrivants qui viennent se former, qui viennent apprendre, etc. Donc il va falloir leur apprendre un peu le fonctionnement d'Energy Kids Academy. D'autant plus que Energy Kids Academy fait deux choses, mais j'ai oublié. Un point particulier. L'un des premiers points particuliers, c'est qu'ils font le transport des enfants. Ils vont les chercher à leur domicile, devant leur porte, et les ramènent le soir devant leur porte. Ce qui implique donc des problématiques de sécurité. Donc la première chose qui est importante, c'est la sécurité. Et la deuxième chose, je ne sais plus, il y avait une deuxième chose qui était importante. Oui, c'était qu'il y a une approche Montessori, pas du tout compétitive. Et ça pour deux raisons. Un, pour le développement de l'enfant, je pense que c'est vraiment important pour eux, le bien-être, la bienveillance, etc. Et deux, je pense pour des raisons aussi purement pragmatiques et économiques, c'est qu'il y a plus de gens qui ne feront pas de sport de haut niveau que de gens qui vont faire du sport de haut niveau. Faut pas se leurrer. Voilà, donc si vous voulez faire du chiffre, il vaut mieux taper sur ceux qui ne font pas du haut niveau, clairement. Donc, il y a quand même, voilà, il y a quand même cette idée-là qu'il faut avoir en tête dans les spécificités d'Energy Kids Academy. Et donc, il va falloir former les nouveaux arrivants à, un, euh, déconstruire cette approche tout de suite compétitive, et deux, introduire deux notions qui sont la sécurité et la pédagogie avec l'approche bienveillante. Dernière chose, évidemment, donc l'autre problématique, c'est la fidélisation qui découle un peu du travail qui sera fait. Voilà pour vous décrire un peu le contexte dans lequel on est. Qu'est-ce qu'ils ont déjà? Ils ont des cours en PDF. Oui, voilà, c'est les points doc que j'ai mis, mais bon, ils ont plusieurs cours comme ça. Donc c'est du cours de base, hein. Il faut faire ceci, cela, c'est du texte. C'est très descendant, on est dans le cours magistral. Euh, ils ont des vidéos qui illustrent euh, ces, ces principes. Donc les vidéos que vous avez vont reprendre le contenu des PDF. Alors je les connais bien parce que c'est moi qui les ai réalisés, donc je les connais, ces vidéos. On a repris tous les PDF et on a illustré, donc filmé pendant quasiment un an pour essayer d'avoir des exemples dans la réalité et avoir derrière quelqu'un qui vient doctement expliquer ce qui se passe dans ce que vous avez vu. Voyez-vous, il a fait ça à ce moment-là, mais non, il ne faut pas le faire, faut faire ceci, faut faire cela. Donc on est dans du 100% démonstratif. Voilà. Quelle que soit la forme que ça prend, on est dans quelque chose de très très descendant. Pas forcément un problème, mais bon, je crois que c'est 4 vidéos de 20 minutes chacune, peut-être. Je ne sais plus exactement, peut-être 10 minutes chacune. Bah, c'est long. C'est long. C'est long, et ça veut dire que quand ils les regardent, pour les avoir déjà vus faire au club, ils leur donnent la playlist. La personne, elle arrive le matin à 9h, 10h, elle connaît pas bien le club encore. Elle se retrouve avec le livret d'accueil avec qui fait quoi, l'organigramme, et puis tiens, bah, regarde sur YouTube, voici les vidéos, vas-y, regarde. Voilà. Et c'est fini, la personne, elle regarde. Et donc ça, c'est les vidéos. Et ensuite, il y a des exercices. Bah, pareil, plutôt bien fait, puisque c'est moi qui les ai fait aussi. Donc il y a 20 vidéos de 10 minutes chacune, qui sont toute une série d'exercices créés pour amener de la bienveillance et pour amener l'enfant à, à faire du tennis, pour le coup, à apprendre le tennis. Donc voilà ce qu'ils ont comme contenu. L'idée de faire le contenu, c'est qu'effectivement, on arrive avec... Donc tout est là. Donc l'idée de faire le point sur le contenu, c'est que quasiment tout ce qu'il y a comme contenu à transmettre est dans ce que vous voyez là à l'écran. La seule chose qu'il n'y a pas et qu'on va intégrer au fur et à mesure,
c'est une approche beaucoup plus sur la connaissance émotionnelle, cognitive de l'enfant qu'il n'y a pas. Ça, c'est vraiment... là, tout ce que vous avez vu là, c'est beaucoup plus basé sur du Montessori. Et maintenant, il y a quand même ce qu'on apporte avec les séances cognitives. Tout ça n'est pas dedans. Donc ça sera un module à rajouter, enfin un module, un contenu à rajouter en plus. Voilà, donc là, je vous ai fait le topo. Vous voyez que comment fonctionne l'énergie rapidement et qu'ils ont du contenu et qu'ils ont quand même un enjeu avant qu'on arrive pour proposer de la formation. Alors, ce qu'on va proposer, moi, ce que je trouve important, donc là, on rentre vraiment dans le cœur hein, du métier de l'ingénierie. Euh, dans la méthode qu'on va mettre en place, on va déjà enlever les notions d'Adi et de Sam. Pourquoi on les enlève? Parce que ce que je vais vous montrer là fonctionne dans les deux cas. Que vous fassiez de l'Adi ou que vous fassiez du Sam, vous pouvez très bien adopter cette méthode, puisque là, on va vraiment concevoir la petite brique d'apprentissage au sein de l'ensemble. Les différences, elles sont où? C'est que si on fait de l'Adi, ben, on va scénariser en détail et on va proposer quelque chose de schématique qui va être validé par le client. En gros, c'est la cascade. Si on est sur du SAM2, on va proposer très vite le module dans ce qu'on appelle MVP, Minimum Viable Product, donc un module qui soit déjà utilisable, et on va le modifier au fur et à mesure au cours du temps. C'est bien entendu cette méthode qu'on va adopter chez Energy Kids Academy, d'abord parce que je les connais depuis très longtemps, donc il y a, on va dire, de la confiance. Et comme on travaille dans la durée, on va pouvoir mettre en place des petites briques au fur et à mesure et les améliorer au cours du temps. C'est différent avec d'autres clients. Vous avez des dates butoirs bien tranchées où là, bah, vous finissez un peu par faire si vous ne connaissez pas trop, si les délais sont très courts, à faire de la cascade et plutôt aller sur de l'ADI en validant tout au long du projet vos livrables. Excuse-moi, Sandy. Oui. J'ai une question. Est-ce que tu peux m'éclaircir sur l'ADI et le SAM? Je connais pas. Alors, c'est des méthodes de projet de formation. Le modèle D'accord. ADI, qui est le modèle courant, qui doit Ouais. être analyse, développement, design, développement, implementation et evaluation, considère qu'il y a 5 étapes pour faire un projet. Une première méthode où on analyse les besoins, le contexte, les outils utilisés. Donc, on fait toute une analyse. On récupère l'existant, etc. C'est un peu ce que j'ai fait avant, là. Ensuite, on va concevoir la formation. Donc, on va prendre un papier, un crayon, et puis on va faire, tiens, là, il va y avoir un cours de 5 minutes. On va mettre une vidéo A avec ceci, et on va tout écrire. Et cette étape sera validée par le client. En gros, pour Energy Kids Academy, dans ce cas-là, je leur fais un document de 30 pages avec tous les cours sur papier, avec voilà tout ce qu'il y aura dans les cours. Voilà à quel moment ça va arriver, combien de temps ça va durer, etc., etc. Et tant qu'ils n'ont pas validé cette étape-là, il n'y a pas de création des modules de formation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Par contre, une fois qu'ils ont signé, on crée les modules. Et là, si ça nous prend 3 mois, ça nous prend 3 mois. J'ai pas besoin de revoir le client, il a validé déjà avant. Je fais mes modules et puis après, je les livre au client. Sur un modèle SAM, on va plutôt avoir une méthode itérative, c'est-à-dire qu'on va faire l'analyse. Et puis après, on va dire, bah, je vais te faire un premier module sur ce que tu m'as dit. Tu vas regarder. On fait un module très, très rapidement, en 15 jours. Et là, et même si c'est un peu brouillon, hein, ça peut être brouillon. Et là, la personne, elle regarde, le client regarde, et on remodifie. Et on va itérer plusieurs fois comme ça. Je fais, on modifie, jusqu'à atteindre ce qu'on considère être le niveau qu'on souhaite avoir. D'accord. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Oui, 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 c'est bon. Voilà. Ouais. Donc, Merci. une fois qu'on... Donc ça, voilà, ça rentre pas en ligne de compte. Par contre, ce qui est important, ça va être de bien distinguer 2 types d'ingénierie qu'il faut mettre en place, l'ingénierie dite pédagogique et l'ingénierie tutorale. Je trouve que c'est important parce que souvent l'ingénierie tutorale, c'est un peu l'ingénierie qui est la laissée pour compte. Or, dans la formation à distance, elle est essentielle. Comme on est sur du distanciel, vous voyez que là, il manque une chose, c'est le formateur. Il n'y a pas de formateur. Le principe dans l'ingénierie
à distance, c'est de mettre un dispositif d'apprentissage. Dans ce dispositif d'apprentissage, euh, de proposer des activités pour transmettre de la connaissance, et ça, c'est typiquement l'ingénierie pédagogique qui s'en charge, c'est à elle de le faire, mais de mettre en parallèle l'ingénierie tutorale qui aura pour but d'aller amener à activer l'apprenant dans son apprentissage. Donc, ça, c'est le premier principe qu'on met en place au départ, globalement. Je voulais juste en parler là, parce que comme c'est Adi, Sam, etc., l'ingénierie tutorale, pédagogique, qu'on en parle beaucoup, voilà en quel contexte nous on est. Donc nous, ce qu'on va faire là pour l'instant, c'est de réfléchir sur la partie pédagogique, comment créer ces activités d'apprentissage. Voilà. Alors, la méthode est la suivante. Un, c'est... Oh là, c'est celui-là. Un, c'est d'abord de prendre le temps de redéfinir les objectifs d'apprentissage. Ça, c'est vraiment le point important. Ça, je pense que vous le savez. On travaille sur la taxonomie de Bloom qui a 6 niveaux. Je ne l'ai pas mise en pyramide, puisque j'ai pas l'impression que ce soit pyramidal. C'est-à-dire que les niveaux élevés dans Bloom sont pas forcément plus intéressants que les niveaux du bas de Bloom. Donc, je l'ai mis un peu de manière circulaire, avec les 6 niveaux donc, de Bloom. Donc, un, des objectifs de connaissance, de compréhension, d'application, d'analyse, de synthèse, d'évaluation. Ce qui est important là-dedans, euh, c'est ce que ça active au niveau cognitif lors de l'apprentissage. C'est-à-dire que quand vous avez un objectif de type connaissance, vous n'allez pas faire travailler les mêmes choses si c'est de la synthèse. Donc ça veut dire qu'en termes d'approche pédagogique, vous n'allez pas travailler sur les mêmes approches pédagogiques. Ce qui nous emmène à associer donc ces objectifs à des méthodes d'apprentissage. Alors évidemment, c'est pas clairement défini comme ça, mais je pense qu'on peut mettre que sur des niveaux 1 ou 2 de Bloom, des objectifs que vous aurez définis qui seraient du niveau 1 ou 2 de Bloom, on peut aller sur des méthodes d'apprentissage plus transmissives. Ça, je pense que c'est pas exclu que ce soit plus transmissif quand on est sur du niveau 1 ou 2 de Bloom. Quand on est sur des niveaux plus élevés, comme du 3 ou 4, on peut être sur du behaviorisme. Le behaviorisme, c'est l'idée quand même sur une situation, sur un stimulus, de déclencher chez l'individu un comportement. Donc là, on est quand même sur des choses assez pas simples, mais il se passe telle chose et la personne va réagir de telle manière. Voilà. Enfin, sur les niveaux 5 et 6, on est sur du socio-constructivisme, où là, on va demander effectivement quelque chose de plus pratique, de plus créatif de la part de l'apprenant. Voilà comment on peut un peu répartir Bloom par rapport à ces méthodes d'apprentissage, sachant que là, on parle bien non pas des activités que font les apprenants, on parle bien des objectifs à atteindre. Faut bien distinguer les deux, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez très bien donner une activité qui consiste à créer un PowerPoint, créer une vidéo, mais l'objectif d'apprentissage n'est pas de créer une vidéo pour autant. Par exemple, l'objectif est peut-être, je ne sais pas moi, de connaître les différents types de supports vidéo qui existent. Vous voyez. Et connaître les différents types de supports qui existent, c'est du niveau 1 de Bloom. Mais on va vous faire faire une vidéo pour que vous les découvriez. J'ai dû vous envoyer une vidéo sur le sujet à certains, sur la zone principale de développement et la taxonomie de Bloom sur l'association des deux. Voilà, je vous invite à la regarder. Donc, la deuxième étape, c'est une fois qu'on a défini les objectifs, on associe les objectifs à des méthodes d'apprentissage pour aller vers quoi? Pour aller vers le type de savoir qu'on obtient là-dessus. C'est-à-dire que tout ce qui est transmissif va plutôt être de l'ordre des savoirs de type théorique. Tout ce qui est bévorisme sera plus du type procédural et le socio-constructivisme vers des savoirs de type pratique. Alors, pratique ou créatif, hein, ça dépend comment on le voit, mais pratique, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment pratiquer et mettre en œuvre. Voilà. Alors, on ne fait pas ça pour rien, déduire le savoir. Je vais vous expliquer après, en fait. Une fois que vous avez déterminé vos objectifs là, que vous avez vos types de savoir, vous allez pouvoir commencer à concevoir
votre formation. Et vous allez créer vos briques d'apprentissage. Alors, ce que j'appelle briques d'apprentissage, alors c'est encore un nouveau terme, je suis désolé, mais parce que je pense qu'il est quand même assez compliqué de s'y retrouver entre cours, modules. Briques d'apprentissage, c'est une sorte d'unité et que vous associez à un objectif. Un objectif, une brique. Point. Voilà. Une brique, quasiment un type de savoir. De toute façon, il n'y a pas le choix, hein, c'est un objectif. Le savoir, il est là, hein. Savoir théorique, procédural ou pratique. Donc, vous avez fait les objectifs, vous avez le type de savoir, c'est une brique. Et cette brique ne dure pas plus de 20 minutes. Alors, vous allez voir que, à un moment donné, par exemple, vous allez voir sur communiquer, et ben finalement, l'objectif est communiquer, mais c'est trop long. À ce moment-là, vous découpez en sous-objectifs. Une fois que vous considérez qu'il va falloir peut-être deux types de savoirs différents sur votre objectif, il faut découper en sous-objectifs. Et évidemment, ne pas dépasser les 20 minutes. Ça, c'est vraiment un principe qu'on va avoir sur le e-learning, c'est cette idée de granularité, d'avoir quelque chose de convenable sur 10-20 minutes. Et donc, à ce moment-là, votre brique, elle se construit ainsi. Vous avez un exposé, une introduction qui expose le problème ou le besoin ou les enjeux de votre objectif d'apprentissage. Derrière, c'est en rond les activités, parce qu'on verra après, on va rentrer dans le détail des activités, de ce qui se passe. Ensuite, vous avez une phase de remédiation où vous allez donc euh, revoir, éventuellement repréciser un point qui n'a pas été bien compris. Donc, vous allez essayer de réengager la personne par une question et aller chercher la nuance dans ce qui a été dit. Ensuite, renforcement. Là, je pense que la partie renforcement, ça va permettre de remettre ce que vous avez appris dans le contexte métier, par exemple, où vous êtes. Là, dans le cas où on est pour l'instant, on fait que de la théorie. Il y a un moment donné, il faudra passer dans la partie, bon, bah, pour Energy Kids Academy, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce que ça signifie communiquer pour eux? Et là, on remet justement une couche sur la notion qui a été abordée et on le remet dans le contexte. Et enfin, vous faites une conclusion. Le système d'évaluation sommatif n'est pas là, parce qu'il se met à part, à mon sens. On est sur, s'il y a de l'évaluation dedans, elle est formative, au sein des différentes étapes, potentiellement. Mais voilà où vous en êtes. Vous créez votre brique en fonction de votre objectif. Donc, je vais un peu répéter. On a redéfini les objectifs. Derrière, on a déterminé des méthodes d'apprentissage qui nous permettent, bon, qui ne sont pas très utiles, mais qui nous permettent de définir derrière plutôt le type de savoir. Et on va associer tout cet ensemble à un objectif, une brique, un savoir. L'intérêt d'avoir ce type de savoir, si on a un savoir théorique, procédural, pratique, c'est qu'on va typer, faire des activités et on va les choisir un peu par type. Et là, l'idée, c'est de dire qu'on peut avoir des activités du type déductive, inductive, analogique, des études de cas, des résolutions de problèmes ou des simulations d'entretien ou de situations. Et on voit que avoir des simulations sur un savoir théorique n'est pas essentiel. C'est peut-être pas la peine de faire trop de simulations sur quelque chose qui serait juste théorique. Alors, ça peut se faire, bien sûr, et vous allez voir que on va en mettre quelques-unes, mais c'est pas l'essentiel. Euh, et de même, l'étude de cas, peut-être pour. Alors là, le théorique, ça va être définir la communication. Ça veut dire quel est le vocabulaire qu'on peut utiliser quand on est dans le contexte d'Energy Kids Academy. Quel est le champ lexical qu'on accepte et qu'on n'accepte pas. De là à faire une étude de cas, une résolution de problème pour déterminer les mots à utiliser, comme dire bonjour monsieur, bonjour madame, ou des choses comme ça. Voilà, c'est du théorique. On reste sur du déductif, inductif. Et donc, on va avoir cette idée-là, c'est que dans les activités, si on fait du déductif, on va expliquer comment ça fonctionne, et puis après, on va l'illustrer derrière. Donc, on a deux étapes à l'intérieur d'une activité déductive, bah, donner la règle et donner un exemple. Voilà. C'est le minimum. Bien sûr, vous pouvez rajouter une petite question pour faire du renforcement si vous voulez. Ou s'il y a une subtilité, faire une remédiation avec une question. Vous pouvez très bien le faire ici. Mais c'est le minimum. Sur une déductive, c'est ça. Et j'en viens là, c'est qu'il est possible d'avoir donc plusieurs activités et vous pouvez les entrecouper d'exercices.
Si vous êtes sur quelque chose qui va être un peu plus complexe, de procédural, d'utilisation, par exemple, d'une procédure à mettre en œuvre en cas d'incendie, par exemple, où il y a plusieurs éléments à vérifier, électricité, eau, etc., eh ben là, vous allez faire plusieurs activités, avoir plusieurs approches, une partie analogique peut-être, on est sur un bateau, on est dans le centre sportif, comment ça se passe, vous allez rajouter ces activités-là. Voilà. Mais on est toujours dans le champ de l'activité ici. Voilà. Là, on en est à typer les activités, à réfléchir quelle approche on va avoir. En aucun cas, on en est à choisir l'activité. Pour l'instant, quand je dis que c'est une étude, une approche déductive, en aucun cas, je dis c'est quelqu'un qui va parler avec une vidéo, c'est un texte qu'on va mettre à l'écrit, ou c'est un jeu qu'on va mettre en place. On ne le dit pas. Il n'y a pas. Ça, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que l'activité va dépendre principalement de vos cibles. Euh, on choisit de les prendre par rapport aux cibles parce que l'idée, quand même, c'est d'essayer de co-construire les activités et la formation avec vos utilisateurs finaux. L'idée de passer l'activité côté utilisateur, elle est vraiment intéressante parce que là, vous allez pouvoir engager beaucoup plus l'apprenant dans sa formation. Ça signifie qu'effectivement, bah, vous faites des réunions avec Energy Kids Academy, on fait des réunions, on discute, et on dit, bah alors, voilà, un tel qui est là, qui est dans la formation, qui est coach sportif, bah, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses si on se met dans un amphithéâtre et puis on fait 2 heures de cours magistral? Est-ce que c'est dit? Est-ce que tu le sens bien là? Ouais, je peux vous dire tout de suite que connaissant Energy Kids Academy, non, ça les emballe pas des masses, hein. Par contre, si vous leur dites, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on vous enferme tous dans une pièce, et puis on va regarder qui c'est qui s'échappe. Qu'est-ce que vous en pensez de faire un petit escape game? Eh ben, la motivation, elle n'est pas du tout la même en fonction du public. C'est pour ça que l'activité doit être là-dessus. Et en aucun cas, ça a une incidence sur la méthode d'apprentissage. Parce que dans l'escape game, je peux très bien lui demander de créer ou de trouver quelque chose, donc d'associer plusieurs éléments et d'essayer de créer, etc. Comme je peux très bien lui mettre en plein milieu un quiz. Alors, je sais pas ceux qui ont fait des escape games, moi j'en ai fait, il y a des fois, il y a des sudoku dedans, quoi. Je peux vous dire, franchement, quand vous êtes dans un escape game et que vous devez résoudre un sudoku, enfin, moi, ça m'emballe pas des masses, hein. Mais voilà, on voit bien que là, le choix de la méthode d'apprentissage n'est pas forcément lié à l'activité. L'idée de l'activité, c'est qu'elle soit associée à l'apprenant. Et ça, c'est vraiment utile. Donc, vous avez des critères, l'identité, c'est-à-dire l'âge, le sexe, etc., les habitudes de consommation. Il y a des gamers, pas des gamers. Il y a des gens qui sont allergiques à la techno, voilà. La culture, ce qu'ils font, l'équipement technologique. Alors, l'équipement technologique, c'est aussi bien ce qu'ils ont comme outil, mais ce qu'ils ont aussi au travail. Il y a des personnes qu'on va former qui sont sur un lieu de travail, qui ont peut-être un ordinateur à côté ou leur téléphone personnel ou pas. Voilà, c'est vraiment l'équipement technologique pour former, y compris la disponibilité. La question, elle est est-ce que les gens sont disponibles pendant les heures de travail, en dehors des heures de travail? À quel moment pendant les heures de travail et à quel moment potentiellement en dehors des heures de travail? Euh, a priori, on est plutôt dans les heures de travail, hein, quand même, hein. Alors, je vous ai mis ça, je vous ai mis les Learning Battle Cards ici. J'en ai déjà parlé à certains. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme système. C'est pas parce que c'est Sylvain Macarès, Learning Salad, je vous invite à regarder. Mais c'est plutôt bien pour avoir des idées d'activités. Voici comment se présente une carte. Vous avez une activité là, c'est l'atelier. Quel type de savoir ou quel type de savoir-être cela peut. Pourquoi ça peut être utilisé l'atelier? Sur quoi on peut travailler? Si c'est en auto-formation, groupe, synchrone, vous voyez, formel, asynchrone, l'effort de production, le temps de production, si c'est efficace ou pas, et puis l'apprenant, est-ce qu'il est très engagé ou pas. Voilà, donc vous avez je sais pas, il y a une centaine de cartes, je sais pas combien il y en a, ou 200, je sais plus exactement. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes, je vous invite à les regarder. Et puis, je vous enverrai les liens aussi après, ou le document, dessus, vous avez d'autres liens sur d'autres types d'activités. Mais ça, c'est bien que les activités, vous soyez en contact avec les utilisateurs,
Alors, il y a des ateliers, hein, design thinking, que propose Sylvain Vacarès qui sont plutôt bien, qui permettent justement de travailler, de discuter avec le client pour aller choisir ses activités et d'adapter vraiment la conception de la zone d'activité ici en fonction du client. Donc, ça veut dire envoyer des podcasts, envoyer des SMS. Vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses différentes, hein. Voilà, là, je pense que là, on a fait le tour de tout ce qu'il fallait faire pour modéliser. Donc, c'est-à-dire, un, on redéfinit les objectifs. Deux, on associe les objectifs à des méthodes d'apprentissage pour en déduire des types de savoir. Quand on a le type de savoir, on peut créer notre brique d'apprentissage avec certaines règles et on va pouvoir choisir des types d'activités en fonction de ces types de savoir. Et enfin, choisir les activités en fonction des personas. Voilà, je l'ai fait très courte, évidemment. Enfin, là, j'ai quand même, on n'a pas beaucoup de temps. C'était très rapide. Mais c'est vraiment cette idée-là qu'il faut arriver à processer. C'est ça qui est important dans le terme d'ingénierie. D'ailleurs, dans le terme d'ingénierie, ce qui est vraiment important, c'est cette idée de processer ce que vous faites. Ça, c'est essentiel. Je vous invite quand même à travailler sur ce terme-là d'ingénierie et de processer. Ensuite, bah, on va regarder comment ça marche avec Energy Kids Academy, finalement, ce qu'on va proposer. Donc le contexte, fidéliser le client, ça c'est l'enjeu, hein, pour eux, forcément. On a donc notre objectif stratégique qui est de venir améliorer la qualité de service. Et donc l'action qui va être mise en œuvre globalement, hein, c'est spécialiser les éducateurs sportifs dans l'enseignement du sport à l'enfant. Ils ont fait STAPS, ils ont fait BPGEPS, ils ne sont pas spécialisés sur l'enfant. Donc, on a déterminé différents objectifs d'apprentissage. Donc, connaître le développement de l'enfant. C'est ce que je vous disais, ça n'existait pas dans leur contenu de départ. Maîtriser les principes de base de l'éducateur, comprendre la communication, communiquer avec les enfants, savoir adapter des exercices, gérer un groupe et intégrer un enseignement bienveillant et encourageant. Ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est les niveaux de Bloom. Pourquoi je l'ai mis entre parenthèses, les niveaux de Bloom? Parce que ça va me donner évidemment la méthode d'apprentissage que je vais mettre en place, théorique ou pas, ou procédurale. Et vous voyez déjà que là, déjà, on n'a rien sur la partie pratique créative. On n'est pas dans les hauts niveaux de Bloom. Pas du tout. On leur demande globalement de connaître et de savoir appliquer derrière. Voilà. C'est pour ça, par exemple, qu'on va séparer, comprendre la communication, qui est de leur expliquer, par exemple, bah, qu'est-ce que c'est la communication bidirectionnelle, quel est le schéma de la communication. Voilà. Et après, communiquer avec les enfants, c'est-à-dire être à l'écoute, avoir une posture, se mettre au niveau de l'enfant, au niveau de la taille. Ça va être dans la partie, effectivement, c'est plus du procédural. Parce que, et c'est la même chose, c'est du procédural. On va pas leur demander d'inventer quelque chose sur comment on se met à genoux devant un enfant. On leur dit, voilà, il y a un enfant, tu te mets à sa hauteur. On ne demande pas même forcément de le comprendre, on demande de le faire. Donc on est vraiment dans la procédure. Voilà les objectifs, les méthodes derrière, et derrière, voilà comment on va arriver enfin à la mise en place de la brique, globalement. Alors, effectivement, moi j'étais sur comprendre la communication, j'ai déterminé des sous-objectifs. C'est ce qui se passe quand vous vous rendez compte que votre objectif, bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est peut-être trop gros, et puis dedans, ça comprend peut-être plusieurs sens. Donc, pour moi, il y en avait trois là, essentiels. C'était un, le schéma de la communication, pour essayer d'expliquer qu'il faut être deux pour communiquer. Quand on est tout seul, ça ne fonctionne pas. La directivité, qu'il faut effectivement bien le voir dans les deux sens. Alors, le schéma, c'est plus que la direction, hein, c'est aussi la directivité, c'est aussi le langage, atteindre la personne. Enfin, il y a 6 éléments dans le schéma. La directivité, où c'est essentiel de faire comprendre au coach que ça se passe dans les deux sens, que s'il n'est pas à l'écoute de ce qui se passe, bah, il ne va jamais comprendre, il ne va jamais pouvoir parler et communiquer. Et trois, la partie non verbale, qui va insister sur le fait que tout ce que ressent l'enfant ne va pas être forcément verbalisé. Donc il va falloir identifier quand l'enfant est en retrait, quand l'enfant se met un peu plus loin derrière ou tourne le dos, il y a quelque chose qui se dit là. Donc, trois sous-objectifs, et on recommence notre système, exposé, activité, remédiation, renforcement, conclusion. Dans la partie activité, on va faire notre schéma,
Bon, alors là, j'ai mis déductif, ok, illustration, voilà, visage d'une séquence. Directivité, même chose. Et vous voyez que j'ai découpé mes schémas, mes activités sur les trois sous-objectifs. Bien sûr que à la fin de chacun, encore une fois, je peux faire de la remédiation du renforcement, euh, mais globalement, je vais le faire ici. Voilà pour ça. Et donc, au final, on choisit les activités. Qu'est-ce qu'on a choisi donc à ce jour? En termes d'ingénierie pédagogique, on a découpé en trois niveaux, en fait, la manière d'amener la connaissance. Trois niveaux parce qu'en fait, il y en a qui sont là depuis longtemps. Donc, il y a certaines choses qu'ils connaissent déjà, notamment tous les principes du club qui consistent à dire sécurité, pédagogie et à la fin technique. Ça, c'est un peu connu. Ceux qui viennent d'arriver ne le connaissent pas, donc tous ceux qui intègrent en fait la formation doivent très vite aller sur ce type de choses, sur tout ce qui est du niveau 1. Et donc, pour eux, on a choisi du mobile learning. Pourquoi? Bah, parce qu'ils sont tout le temps sur leur téléphone, même pendant qu'ils sont en train d'enseigner, que le mobile learning va proposer une formation courte de 2-3 minutes et pas de 20 minutes, parce que globalement, tous ceux qui sont là n'ont pas l'habitude d'avoir des cours de 20-30 minutes, 1 heure, et des quiz derrière, très vite. Euh, Ils vont être challengés dessus, c'est-à-dire qu'on va voir leur évolution. Donc, on aura petit, pour ceux que ça stresse, des fois, ah, à quel niveau d'avancement. On va les challenger dessus pour essayer de jouer un peu sur la compétition, pour voir qui est en premier, qui est en cours, etc. Puisqu'on est quand même sur un cadre sportif, hein. Et puis, il y a la plateforme où là, on va installer. Enfin, il y avait les vidéos dont je vous parlais, qu'on met sur une plateforme, qu'on va découper en petites parties et sur lesquelles on propose derrière des quiz. Voilà. Sur le niveau 2, donc ceux qui vont rester un peu plus longtemps, qui sont déjà installés sur le club, on va leur proposer 2 jeux où l'idée, là, ça va être plutôt de travailler sur leur comportement. Donc, on va commencer à travailler sur l'idée de procédure, de mettre en place et leur proposer des choix. Et ça va être du serious game, donc 2 jeux. Et là, on va utiliser le système de badge pour essayer d'engager. Enfin, il y a un troisième niveau qui est sur la partie justement un peu qui n'existait pas avant, c'est-à-dire l'enfant en termes d'émotionnel, etc. On va leur proposer un jeu immersif sous casque virtuel, donc type Oculus. Donc ça se fait quand ils sont au club et pas chez eux, alors que tous les autres peuvent être justement, pour le coup, tous les autres peuvent être asynchrones, hein. Le mobile learning, c'est plutôt chez eux, en dehors, effectivement, du temps de club. Les serious games, c'est plutôt du temps qui peut se faire sur ordinateur et sur tablette au club. Et le troisième, c'est un casque qui se fait au club. Où là, justement, comme on a un casque virtuel, on va les mettre artificiellement avec la taille d'un enfant pour qu'ils voient ce que voit l'enfant. C'est l'intérêt d'avoir un jeu immersif, c'est les mettre dans une situation qu'ils ne connaissent peut-être pas et pour essayer de voir comment ils réagissent. Et en parallèle de ça, on va avoir l'ingénierie tutorale, donc l'accompagnement terrain qui existait déjà, qui existe toujours, qui va accompagner donc avec un moniteur qui a d'expérience, et enfin le support technique, hein. Bon, si vraiment ils ont un problème, ils auront un petit support technique. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter sur la manière de penser cette manière de digitaliser le cours. Donc les points qui me semblent être importants, c'est effectivement d'être très méthodique et d'avoir cette démarche en 6 étapes, à savoir définir les objectifs, associer les méthodes d'apprentissage, déduire le type de savoir et créer les briques d'apprentissage. Et puis évidemment, les activités qui sont faites en fonction des apprenants pour éviter justement de tomber dans des pièges, à savoir derrière remettre une petite vidéo, un petit PDF comme on avait l'habitude de le faire avant. Voilà, j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous en avez, je vous écoute. Je ne sais pas combien de temps j'étais là, mais j'ai largement dépassé. Pas de questions? C'était clair pour tout le monde? Oui, pour ma part, pour Émilie, pour moi, c'est bon. Ok. Pour ma part, c'est bon. Eh ben, si c'est Je bon, relis. ok, ça marche. Eh ben, écoutez, si c'est bon pour vous, merci d'être venu. N'hésitez pas à m'envoyer éventuellement si vous avez d'autres choses à rajouter, des commentaires après, me les envoyer hein, par mail ou autre.
Et merci d'être venu à vous. Je vais stopper le partage. Et je